C'est bon, c'est parti. On est en campagne et pour moi, c'est un peu ma récré. On fait de la course à pied, on fait du vélo, on fait du foot, on fait des tournois de Mario Kart sur écran géant, de la pétanque, du Ruffin Circus avec le ballon gonflable, des balades de 10 km à travers Amiens avec une fanfare, des cracheurs de feu, une balade de 10 km à travers Abbeville avec un géant. Bon, tout ça, c'est rigolo et surtout, je vois des gens. Et moi, ça me fait du bien parce que quand je suis là-haut, les gens ils me disent vous devez être fatigué là. Mais non, je suis pas fatigué. C'est quand je suis à l'Assemblée que je suis fatigué. C'est quand je suis à l'Assemblée que je m'ennuie. Voilà, avec des discours qui sont un peu fumeux. Bon, et là, non, au contraire, ça me recharge. Bon alors, il y a tout un travail d'abattage. Quand tu fais une sortie d'usine, hier on s'est fait Dunlop, Auchan, la logistique, Valeo, Procter & Gamble. Tu as 30 secondes maximum pour passer le message, quoi. Votre salaire, il a triplé, monsieur ? Non, pourquoi vous me racontez ça ? Bah parce que les grandes fortunes, elles ont triplé. Donc, faut pas qu'il y en ait que pour les gros là-haut. Faut qu'il y en ait aussi pour les petits en bas. Faut qu'il y en ait pour vos salaires, votre retraite. Vous voyez travailler jusqu'à 65 ans. Non, bon, c'est bon quand on est banquier d'affaires, qu'on travaille chez McKinsey. Bon, et il a gagné l'Elysée, il n'a pas encore gagné l'Assemblée. On peut lui barrer la route. On peut barrer la route à sa retraite à 65 ans. Paf, et la bagnole suivante. Et encore, c'est le max que tu puisses faire, quoi. Bon, et pareil, au pied des tours du meuble, tu peux prendre 3 minutes, 5 minutes. Bon, tu te lances pas dans des longs discours, tu vois. Donc c'est un peu de l'abattage. Dans un autre registre, hier j'ai eu le débat avec les autres candidats là. J'aurais cru qu'ils avaient tous signé le programme de l'avenir en commun. Le SMIC à 1500 €, on est d'accord. L'indexation des salaires, on est d'accord. Qu'il faut plus de lits, plus de soignants dans les hôpitaux, on est d'accord. Tu sais, c'est la formule de Macron ou la Macronie là. On fait passer le sucré avant le salé. Là, ils sont tout sucrés, ils sont tout miel et tout ça. Et puis après, ça va être comme a dit Gilles Legendre. Pendant l'été, ça sera des réformes radicales. Il a appelé ça un tapis de bombes. Bon, bah, les bombes, elles ont déjà explosé l'hôpital. Est-ce qu'on veut que les bombes, elles explosent les écoles ? C'est-à-dire qu'au fond, un à un, c'est les fondements du pays qui sont tués par ces fous, quoi. Et là-dedans, j'ai mes pauses où je me sens vraiment bien, c'est quoi ? C'est quand j'arrive à trouver 1 heure à passer chez des gens qui me racontent leur vie. Et si tu veux, ça me relie à mon histoire de fakir. Ça me relie à ce que j'ai toujours voulu faire et ça me relie au réel. Au fond, tu sais, je pense que je suis habité d'une mystique du discours direct, de la parole directe des gens et qui se relie à la tradition du roman populiste. Tu sais, populisme dans le dictionnaire, c'était courant littéraire s'appliquant à décrire avec réalisme la vie des gens du peuple. Et au fond, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire et jusqu'à la tribune de l'Assemblée nationale. Là, je suis retombé sur un extrait des petits soldats du journalisme où il y a un fondateur de Libération qui s'exprime et qui dit ceci: « Ce quotidien démocratique qui donnera la voix au peuple, aux ouvriers, aux grévistes, aux paysans, qui ne parlera plus de révolution avec des stéréotypes, des idées toutes faites, des affirmations triomphalistes, mais avec toute la force explosive que la parole représente quand l'imaginaire et le réel se fondent avec les mots. » Parce que même dans notre gauche, voire parfois surtout dans notre gauche, il y a parfois un effacement du réel au profit de grands mots qu'on plaque dessus et qui éteignent tout ce qu'il peut y avoir de force inattendue chez les gens. Et c'est ça que je m'applique à retrouver. C'est quoi ? Pendant ma campagne, j'ai écrit une dizaine de textes de ces rencontres sur les retraites d'abord. C'est là-dessus que ça a bien démarré. Morissette, qui travaillait chez Auchan Logistique, qui faisait l'entretien. Et j'en parle au passé parce que quand je la vois, elle me dit, bah voilà, je me suis fait opérer de la rotule. Mais avant ça, ça a été l'épaule, la main, et puis elle me montre son canal carpien opéré, le pouce, bon voilà. Et un corps qui souffre. Et là, elle n'est pas à la retraite et elle se demande comment elle va pouvoir arriver. Heureusement, il y a son mari, donc ils s'en sortent à deux, mais c'est bien difficile. Elle me dit, quand j'allais encore au boulot, comme j'avais une genouillère, que j'avais un truc autour des reins ou au coude, on m'appelait Robocop. C'est le réel qui vient percuter la réforme de Macron, parce que déjà, 40 ans de cotisation, 43 ans maintenant, aller jusqu'à 62 ans, quand on fait ce boulot de Morissette, c'est bien compliqué. Quand on est banquier d'affaires ou qu'on travaille chez McKinsey, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas pareil. Ces marques
qui était serveur dans un restaurant. À un moment, bon, il est pas assez rapide, tu vois, il se met à vieillir, il est dégagé, puis il s'embrouille parce qu'on lui paye pas ses heures supplémentaires. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû passer 5 ans au RSA. C'est-à-dire qu'il était à 1500 €, boum, il est tombé à 486 €, et il a dû abandonner son logement, il a déménagé. Maintenant, il vit dans un salon, salle à manger, chambre à coucher, il y a tout en un. Il a connu la grande pauvreté en se disant, bon, je vais devoir aller au Resto du Cœur, mais il me dit, quand il y allait une fois, il dit, ça va pas cette histoire, je suis pas d'une famille de clodo, je suis d'une famille très bien. Et il y a quelque chose qui en lui se soulève contre le fait de devoir aller chercher des colis alimentaires comme ça. Il dit, on s'est démerdé autrement. Avec ma moto, on allait au champ, on glanait les restes. Quand sur les bas-côtés, il y avait un lapin écrasé, on le ramassait par ici la sortie. Là, il va mieux, puisqu'il a enfin atteint l'âge de la retraite, il est à 1122 € par mois. Et pour lui, c'est un espèce de soulagement. 1122,82 €. Le taux de personnes au RSA chez les seniors a été plus que multiplié par 2 en 10 ans. Pourquoi? Parce qu'en repoussant l'âge de la retraite, les gens, ils ont un sas entre la fin de l'emploi, puisqu'à 60 ans, la moitié des Français ne sont plus en emploi, et le moment où ils vont enfin pouvoir toucher leur retraite. Et dans ce sens-là, c'est de l'invalidité, c'est de l'aptitude, une aptitude, c'est de l'allocation spécifique de solidarité, c'est du RSA, c'est des choses qui comblent comme ça. Donc le fait de repousser encore plus l'âge de la retraite, évidemment, ça va être une catastrophe. Alors on a Patrick à Abbeville, toujours sur les retraites, qui explique son parcours dans le bâtiment, qui a été, quand tu sais, le tunnel du Mont Blanc, il a cramé, c'est lui qui est allé à l'intérieur pour virer tout ça, pour reconstruire. Il expliquait les fumées qu'il respirait. Il s'est tapé des immeubles en désamiantage. Bref, quand il a eu 60 ans, qu'on lui a accordé une retraite, et son poumon droit, il avait un cancer. Il a eu 3 fois le cancer du poumon. Et à l'arrivée, on lui a accordé une retraite, mais avec des cotes. Bon, comment Patrick il va faire pour y aller, lui, jusqu'à 65 ans? Enfin, on est dans un espèce de délire comme ça. Je vais dire des trucs, c'est que dans tous ces entretiens-là, je parle de la tristesse, mais il y a toujours des trucs drôles et inattendus. Par exemple, Patrick, quand sa fille, elle a eu 14 ans, il l'a laissée toute seule à l'appart, elle avait un copain et tout ça. L'assistante sociale a dit, mais vous savez que votre fille elle a un copain? Il dit, oui, moi je lui ai tout expliqué sur la sexualité, je lui ai remis des préservatifs et tout ça. Ce que tu n'attends pas immédiatement d'un travailleur du bâtiment dans notre coin, tu vois. Et pourtant, c'est lui qui a fait avec sa femme l'éducation sexuelle de sa fille. Bon, je poursuis sur les textes que j'ai publiés. Quand on a fait notre fête à Amiens-Nord, mais c'est pareil partout, je sais pas si tu as remarqué, le nombre de gamins qui viennent à nos rues fêtes. Bon, à Amiens-Nord, c'était franchement des centaines de gamins qui étaient là. Et alors, c'était à la fois super joyeux, et moi je me disais, mais comment ça se fait qu'un samedi après-midi, ils traînent là, ils aient ce temps-là, comment ça se fait qu'ils sont pas dans des clubs de hand, de foot, de gymnastique, de danse, enfin tu vois, j'en sais rien, de tout ce que tu veux. Et donc je cause avec un gamin qui dit, tu joues au club dans un foot? Tu joues au foot dans un club, toi? Il me répond, non, ça te plairait pas. Si, j'ai demandé à mes parents, pourquoi tu le fais pas? Ça coûte trop cher, ils m'ont dit. Il y a un gars qui m'a battu au ping-pong, faut pas le répéter, mais il y a un jeune, Sofiane, qui m'a battu au ping-pong. Je lui dis, mais bon, il était réputé comme étant le champion de ping-pong. Et il a appris tout ça au collège, tu vois, sur le temps du foyer. Ça dit quand même l'utilité de l'école aussi pour ses apprentissages sportifs, culturels, extrascolaires. Mais je dis, mais vous voyez pas des animateurs le soir ici ou le samedi après-midi? Non, on n'en voit jamais. Est-ce qu'ils pourraient pas vous proposer des activités? Jamais. Et je pense que c'est un truc central, c'est animer. Tu sais, mon attention au verbe animer, c'est-à-dire réveiller les âmes. Comment on réveille les âmes? Comment tous ces gamins-là qui sont prêts à faire des choses le samedi après-midi, on les capte et on les entraîne vers du théâtre, du chant, du sport, n'importe quoi, mais bon. Et donc finalement, le fait qu'il y ait plein de gamins, c'était presque aussi un souci. Côté bas salaire, je rencontre Nadine, qui est agent d'entretien, qui fait à la fois des bureaux sur la zone industrielle, mais aussi des particuliers. Enfin, quand les particuliers ne disent pas la semaine d'après, ah, on a nos amis qui viennent, c'est pas la peine de venir. Et elle, tu vois, cette petite nouvelle qui paraît anodine, c'est un souci pour elle, parce que je me dis, oh là là, ça va me faire 3 heures de moins à la fin du mois. Pour vivre, moi et ma fille, à 2 sur mon salaire, ça va être bien compliqué. Donc elle me raconte comment elle fait. Bon, déjà, elle est végétarienne, donc elle mange pas de viande, donc ça lui fait des économies. Mais Give, tu connais un site qui s'appelle Give, toi? G2EV, je te le dis comme ça. Mais
c'est un site où les gens ils peuvent se donner des trucs les uns les autres, quoi. Puis tu gagnes des bananes. Je sais pas ce que ça veut dire, mais enfin tu vois. Ben voilà, c'est le réel qui est inattendu. Elle fait toutes les offres du Courrier Picard de France Bleu quand il y a des concours, tu sais, elle répond pour avoir un peu de culture, pouvoir aller au cinéma, gagner une place là, gagner une place pour le salon de l'agriculture éventuellement. C'est comme ça qu'elle se débrouille et elle économise évidemment surtout, y compris sur ses soins, sur ses dents. Le lustre qu'elle me montre, il a été ramassé dans une poubelle. Le canapé, c'est dans une poubelle. Il m'avait dit, il n'y a que pour les produits alimentaires qu'on n'en fait pas. Il a dit, c'est pas vraiment vrai parce que au bureau, le vendredi, souvent, ils laissent traîner des trucs, ils jettent des trucs à la poubelle parce qu'il y a le week-end qui va passer les employés. Ben moi, je les ramasse dans les poubelles et je les ramène chez moi. Donc, et pourtant, elle travaille. Hein, elle travaille, elle se lève tôt pour aller travailler, pour aller faire ses heures à la zone industrielle et ensuite pour faire des particuliers. Même dans la classe intermédiaire, tu vois, j'ai une dame qui travaille, il me semble, dans l'export ou un truc comme ça. Puis son mari travaille aussi, mais enfin, ça fait 2 petits salaires, quoi. Et elle dit, on a 2 salaires. Et pourtant, même à Aldi, on ne peut pas. Mais les filles n'auront pas de fraises. Bon, bah, c'est du réel, tu le prends. J'ai évidemment fait un long entretien sur la vie d'Ayat, ma suppléante accompagnante d'enfants en situation de handicap, toujours dans les trucs bizarres qui arrivent. Elle me raconte comment la première fois qu'elle a eu un logement social dans un quartier d'Amiens, le jour où elle l'a eu, le voisin du dessus, il a sauté. Tu vois, donc ça faisait une belle entrée en matière. Elle était avec ses 2 jumeaux qu'elle devait porter sans ascenseur dans les escaliers, dans cette ambiance qu'elle ressentait comme étant un peu glauque. Je continue, parce que tu vas voir qu'on va en arriver à Madame Latour. Je me rends chez un vieux monsieur. Il y a tout qui est dans des cartons. Je lui demande pourquoi. Et bien il dit, pour payer les pattes de ma femme, je vends tout, je vends même mes lustres. Et petit à petit, il vend son canapé, il vend ses meubles, il vend son lustre pour payer les pattes de sa femme. Et alors, à peine j'avais discuté de ça avec lui que je vais boire un coup au bistrot à côté et il y a un mec qui me dit, écoute, ma femme, elle a Alzheimer, j'ai perdu 25 kilos, j'ai failli terminer à l'hôpital psychiatrique tellement j'étais mal, j'ai pris des cachets et il a fallu que je la mette en EHPAD, mais 2400 € par mois, je suis en train de vendre ma maison pour payer l'EHPAD. Souci chez les personnes âgées, mais souci chez les jeunes. J'ai une jeune fille là, qui est en service civique dans une école et qui en fait fait accompagnante d'enfants en situation de handicap sans qu'on le dise, parce que comme il en manque, c'est le rôle qu'elle remplit pour 580 € par mois. Elle voulait entrer en master. Il y a un site qui s'appelle trouvermonmaster.fr. Tu connais ou pas? Bon bah tu vois, c'est ça le réel. On découvre que les jeunes, pour pouvoir continuer leurs études, ils doivent aller sur des sites qui s'appellent trouvermonmaster.fr et là, elle a attendu jusqu'au mois d'octobre. Elle a fait 14 demandes à Amiens, Bordeaux, Rennes, Lyon, Reims, Aix, Nantes. Bon, mais à chaque fois, il y a 50 places pour 2000 candidatures. Elle a été refusée partout. Du coup, elle fait un service civique dans une école et finalement, quand même, fille d'agriculteur, elle a eu du mal à entrer à l'université. Elle s'est sentie mal accueillie. Quelque part, elle se reconnaît dans les gamins des classes populaires qui vont dans l'école et qui se sentent déjà rejetés par l'école, déjà en échec et à qui elle essaye de tendre la main. Donc peut-être que ça va produire chez elle une réorientation et qu'à la place d'aller en criminologie, elle va aller dans l'éducation nationale, tu vois, sans passer par un job dating, je l'espère pour elle. Tu vois la galerie de portraits que je dresse d'une France en souffrance, qui a des soucis mais qui a aussi des joies. Et là j'arrive chez Madame Latour. Je dis ça parce que toute ma littérature là, toutes mes kilos de littérature sur comment on paye son EHPAD, comment on trouve un master, comment on vit avec un petit salaire, tout ça, ça a trouvé 0 écho dans les médias. Rien, pas une ligne. Tu vois, il n'y a pas un truc qui a été repris. Et Madame Latour, qui se demande comment elle va pouvoir habiter encore dans son quartier parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a du trafic, parce qu'il y a des rodéos et tout ça, là, on peut dire que ma littérature, elle est devenue célèbre. Marianne, Le Figaro, Valeurs Actuelles, des tas de sites, des tas de tweets. Léa Salamé qui pose la question à Jean-Luc Mélenchon sur le texte de François Ruffin qu'il a publié sur Facebook, et ainsi de suite. Quelle est la démarche de ce texte? C'est dans la suite du reste. On ne doit pas être sourd aux attentes populaires, quelles qu'elles soient. Et quand on fait notre fête dans ce quartier, que je ne vais pas nommer, mais quand on fait notre fête dans ce quartier, j'ai 10 personnes qui viennent me parler de... C'est même pas d'insécurité. C'est on n'arrive pas à dormir la nuit. Il y a trop de bruit, il y a des tirs de mortier, il y a des rodéos, il y a des motos qui n'arrêtent pas de circuler, il y a le bruit de la musique. Nous, on n'en peut plus.
Et donc, quand ça, de manière régulière, non, je pense qu'il ne faut pas se fermer à ça. Et c'est pour ça que je suis retourné voir Madame Latour pour qu'elle me fasse la description de, franchement, un espèce d'enfer quand même. Parce que moi, tu vois, là, j'habite juste en face du parc. Quand il y a une bagnole qui vient se garer le soir, qui met la musique à fond, et qu'il y a des gars qui viennent boire des bières autour, ça me saoule, tu vois. Ça me gave. Et je suis avec mes gosses là, et je me dis, est-ce que je sors pour leur dire? Je sors pas pour leur dire, ça va créer du conflit, ils savent où j'habite, tu vois, t'es dans un truc comme ça qui peut être un peu, bon, de temps en temps je sors, de temps en temps je sors pas. Mais quand c'est ça tous les soirs chez toi, avec tes voisins, bah oui, c'est l'enfer. Et donc, simplement moi, quand je demande au ministre, est-ce que vous arriveriez à vivre avec 870 € par mois? Est-ce que vous êtes prêt à inverser votre situation avec les essentiels, les indispensables, même pendant 2 mois avec Hayat, mon accompagnante d'enfants en situation de handicap, et qu'il n'y en a pas un qui lève le doigt, qu'il faut qu'on fasse la même chose sur ce thème-là. Est-ce que moi, je suis prêt à aller habiter pendant 2 mois chez Madame Latour, avec tout le bordel autour? Il n'en est pas question. Et je pense qu'il n'y a pas un député, il n'y a pas un ministre qui va dire oui, moi j'y vais, bien volontiers, pas de problème. Les médias, c'était François Ruffin exhorte son camp. Non, d'abord, je m'exhorte moi-même. Je m'exhorte moi-même, je me fais la leçon à moi-même. Je ne dois pas être sourd aux questions sur l'insécurité, ou c'est même pas sur l'insécurité, sur le pourrissement du voisinage, tu vois. Bon, quand tu es de gauche, tu dois te dire que tu ne dois pas laisser les gens dans cette mouise-là. Et c'est à moi d'abord que je le dis. J'exhorte pas mon camp, je m'exhorte moi-même pour commencer. Ensuite, ça amène d'abord, et je le fais avec mesure, je dis pas que c'est endémique. On a fait des fêtes à peu près partout dans la circonscription, à la campagne, à Abbeville, à Amiens, et c'est pas partout qu'on nous a dit on n'arrive plus à dormir de la nuit, c'est l'enfer et tout ça. Mais quand ça existe, tu dois le prendre en charge. Ensuite, il ne s'agit pas d'hyper grande délinquance. Oui, il y a du trafic de drogue, mais à la limite, c'est pas ça qui gêne le plus Madame Latour. Ce qui gêne le plus Madame Latour, c'est les soucis de voisinage. La conclusion, au fond, je l'ai pas mise dans mon papier ou pas trop, elle est en demi-teinte, parce que c'était déjà présent dans mon rapport sur la police, qui a donné un petit bouquin « Que faire de la police ?», c'est-à-dire que je pense qu'on doit tout faire pour avoir une police de la confiance. La police, c'est un métier du lien, au fond. Ça devrait être un métier du lien de plus. Un métier du lien avec les agents de police, et il faut une confiance entre la police et la population. Et c'est une confiance qui est aujourd'hui blessée et très fortement en danger, sinon plus, dans les quartiers populaires. Mais ça doit être aussi une police de la confiance entre les citoyens, entre les habitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que le fait de faire du contrôle de papier sur la voie publique, c'est pas prioritaire. Que c'est pas ça qu'on doit faire. Que centralement, ce qu'on doit faire, c'est comment on répond quand il y a quelqu'un qui appelle pour dire voilà, j'ai un problème dans mon voisinage, j'arrive plus à dormir, il faut que vous veniez. Et donc, c'est-à-dire des instances de médiation. Le problème, là, c'est qu'il n'y a pas d'instance de médiation entre Madame Latour et d'autres, d'autres qui se cachent chez elle ou chez eux pour les hommes, et les jeunes qui sont là. Et du coup, il n'y a pas l'office HLM qui vient, il n'y a pas de médiateur de la ville, il n'y a pas la police qui fait ce travail-là. Donc, il n'y a pas d'instance de médiation. On a fait de ce papier comme si c'était Chicago. Mais elle arrive encore à parler et à blaguer avec les autres. Mais comment on fait pour que, quand ça se découle, quand ça se déchire entre les gens, on vienne faire pour qu'ils puissent continuer plus ou moins bien, mais à vivre ensemble. Plutôt que de faire du contrôle d'identité, je pense que la police, elle doit surtout répondre à ça. Juste dire quelle est ma démarche dans l'ensemble. Je sais que moi, je suis comme dans une orgie de réel, tu sais. Je me gave. J'ai ce désir de réel. Alors, il y a une double facette au réel. Il y a un côté stimulant et il y a un côté frustrant. Le côté stimulant, c'est que chez tous, dans toutes les vies, d'abord, il y a du mystère, je crois. Et il y a toujours de l'inattendu, il y a toujours de la surprise. On n'est jamais dans les propos convenus. Tu sais, quand je reçois des représentants, des porte-paroles à l'Assemblée nationale, souvent, tu as l'impression que tu peux déjà écrire ce qui va être dit. Et là, quand tu rencontres les gens, ça dérape toujours. Tu vois, tu as d'un seul coup une discussion là sur l'euthanasie qui sort de tu sais pas trop où, et le gars qui dit bah moi je qu'on me pique au moment où il faudra. Enfin, tu vois, et puis ça sort. Bon, et surtout là, il y a toujours des moments de joie. Comment les gens, même dans des existences compliquées, ils trouvent la lumière qui leur permet la joie. Dans les livres,
Tu vois, je parlais de Nadine tout à l'heure, elle lit beaucoup parce qu'il y a la bibliothèque, parce qu'il y a les boîtes à livres, parce qu'il y a les raideries sur lesquelles elle achète des livres. Bon, et c'est un côté frustrant le réel, pourquoi? Parce que les gens, ils sont habités par une fatalité. Ils sont dans le c'est comme ça. C'est la phrase la plus terrible pour moi. Hein. Le c'est comme ça se mord la queue, ça s'appelle une tautologie. Le ça renvoie au ça, on n'en sort pas. C'est l'écrasement de la résignation. Et c'est souvent plein d'amertume, de ressentiment. Et donc, pour moi, à la fois, il faut partir du réel, et c'est comment on le digère, comment on le métabolise. Alors pour moi, ça passe par la lecture et l'écriture. Le réel, il n'est jamais confortable pour un militant. On s'y heurte parce qu'il est bordélique, il est anarchique, il part dans tous les sens, il dit pas ce qu'on veut dire. Tu vois, j'ai 2 trucs dans ma campagne. Par exemple, quand je parle d'écologie, oh là 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 là, j'ai des gens, tu vois, ils se soulèvent, ils veulent plus entendre parler de ça. Pourquoi? Parce que pour eux, l'écologie, c'est on va me faire changer ma bagnole alors qu'elle roule encore très bien. Ils veulent que je change ma chaudière parce qu'elle est au fioul. Et donc, ça va faire des milliers d'euros de dépenses supplémentaires. J'ai pas les moyens, je peux pas. Donc, faut faire ce que j'appelle le judo du réel. Tu sais, le judo, alors j'en parle de manière théorique parce que moi, j'ai même pas été jusqu'à la ceinture jaune. J'ai eu la ceinture blanche à la fin de l'année à 6 ans. Je pouvais avoir la ceinture jaune, mais on l'a pas acheté parce que je voulais aller passer au football. Donc, tu vois le niveau. Mais il paraît que au judo, on s'appuie sur la force de l'adversaire pour le faire basculer. Ben là, c'est pareil quelque part avec le réel. Tu vois, le nombre de fois, c'est tous les jours, et toi aussi tu l'entends, c'est 5 fois, 10 fois, 15 fois par jour. Le nombre de gens qui disent « Ah mais non, moi j'en ai marre de payer pour les assister, quand je rentre chez moi, eux ils bossent pas, et ils ont des droits, nous on a droit à rien. » Tu vois, tu as des tas de discours comme ça. Bon, d'abord, le mec qui dit ça, en 30 secondes, tu lui dis « Non mais attends, regarde les super assistés, tu les vois pas, mais ils sont là-haut, tu vois pas leur yacht, tu vois pas leur jet privé, mais leur fortune a triplé sous Macron. » Et souvent, là, les gens ils font « Ah oui, oui, oui. » Moi j'ai un mot simple, c'est le partage. Et là, les gens sont d'accord. Bon, ça c'est là. Mais qu'est-ce que ça nous fait penser, nous, de ça dans la société, de on n'a pas de droit, on paye pour les autres, tout ça. Ben, je pense qu'il faut que ça nous fasse réfléchir et avancer aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que on doit aller vers de nouvelles conquêtes sociales, mais renouer avec la grande tradition de la gauche qui font en fait que ces conquêtes sont universelles. C'est pas des droits sous condition. Alors prouvez-moi bien que dans votre avis fiscal de l'année dernière, vous avez moins de 1000 euros de revenus par mois, tatati tatata, et que, vous êtes célibataire, tata. Bon, voilà, avec des cases à cocher. Non. Les grands droits qu'on a conquis dans notre histoire, ce sont des droits universels. L'école, elle est gratuite pour toutes et tous, tu vois, y compris pour le fils de Bernard Arnault. L'hôpital, la sécurité sociale, c'est un droit pour tous, y compris pour Bernard Arnault. La retraite, c'est un droit pour tous, pour toutes, y compris pour Bernard Arnault. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, tu englobes tout. Tu fais pas du droit sous condition. Alors, qu'est-ce que c'est le nouveau droit qu'on peut conquérir pour tous, pour toutes, quels que soient les revenus, quelle que soit la classe? Je parlais de sport tout à l'heure. Le droit à une licence pour tous les enfants, à la limite pour tous les adultes, de pouvoir pratiquer un sport, le sport qu'ils souhaitent, tu vois. Ça peut être l'allocation pour les jeunes. Déjà, quand je l'ai posé, pour moi, ça devait être sans condition de revenu des parents. C'est pour tous, c'est pour toutes. Plus ambitieux, évidemment, c'est l'alimentation. L'accès à une alimentation saine, mais ça, faut pas le poser seulement pour les plus bas revenus. À mon avis, il faut le poser pour tous, pour toutes. Et après, pour moi, il y a le droit au travail pour tous, pour toutes, 1500 euros minimum pour tout le monde qui travaille, tu vois. Bon, or, on a mis en place des tas de droits qui sont des droits spécifiques à des catégories. Et qu'est-ce qu'il fait Macron avec ses ristournes, ses rabais, ses primes, ses machins bidules, où je dis, on croirait qu'on a un chef de rayon chez Carrefour, quoi. Avec tout mon respect pour les chefs de rayon de Carrefour, mais il met en place du droit qui est sous condition. D'abord, ça fait des dossiers à remplir, ça fait de l'incompréhensible, et ensuite, un système pour les pauvres, ça devient vite un pauvre système. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est pas pour tout le monde, on le laisse tomber, on s'en fiche. Donc je crois vraiment qu'il faut renouer avec l'idée de progrès universel. Voilà comment parfois, les rencontres avec les gens et leur retour sur on n'a pas de droit, on en a marre de payer, on n'a droit à rien, ça me fait mûrir, réfléchir et utiliser ça comme un espèce de judo, comme une force pour dire non, il faut qu'on aille plus loin. Pour dire que c'est, à mon avis, l'essentiel de ce que je peux apporter à mon camp, avec son aspect dérangeant. C'est-à-dire que quand on est politique,
on peut vite se mettre à l'abri du réel en étant en haut, avoir les bons chiffres, des statistiques, du juridique, avoir la bonne idéologie, le discours qui convient, bien englobant, être sécurisé derrière ça. Non, il faut qu'on perturbe ça. Avoir le bon programme, non, ça suffit pas le bon programme. On peut pas être dans une récitation de ça. Donc, y compris avec, il nous faut des nerfs plantés dans la société, qui envoient des décharges électriques là-haut, et qui disent voilà ce qui se passe chez moi, voilà ce qui se passe chez moi. Et même si ça convient pas à votre programme aujourd'hui, bah, va falloir le réviser. Et va falloir intégrer ce besoin-là, être dans cette espèce de judo permanent. Et je dirais que même si la France Insoumise, le Parti communiste, les Verts, le PS, ils se mettent à gouverner demain, je crois que c'est encore à ça que je serai le plus utile. À envoyer des décharges là-haut et à garder des nerfs plantés dans la société. Bon, sachant que je suis pas le seul, hein, il y en a plein qui le font, mais je pense que je suis particulièrement sensible à ça. Tu sais, je pense qu'en général, la classe moyenne, elle peut très bien rester à l'abri du réel, d'un réel dur, tu vois. Et il y a un choix à un moment, c'est d'y plonger ou de s'en tenir à l'écart. J'ai fait le choix de reporter à Fakir pour y plonger et j'ai pas envie aujourd'hui que je suis député de m'en tenir à l'écart. D'ailleurs, pour terminer, j'ai envie de recommander un bouquin que j'ai acheté dans une raiderie. Une raiderie, c'est une braderie par chez nous. Et il y en a plein, il y en a tous les dimanches et c'est un excellent lieu de campagne aussi parce qu'on va déposer nos tracts que vous voyez ici sur les stands des exposants. Ça fait de la discussion avec eux et tout ça. Et donc j'ai racheté parce que j'avais déjà lu Cité Roosevelt de Philippe Lacoche. Donc, qui a reçu le prix du roman populiste, il me semble, je suis pas sûr à vrai dire. Mais enfin, qui raconte l'ordinaire dans une cité de cheminots dans les années 60. C'est une série de nouvelles, peut-être parce qu'en ce moment je suis pas bien capable de lire autre chose que des nouvelles, au vu du rythme, mais c'est une série de nouvelles qui correspond parfaitement à la définition du populisme, courant littéraire, s'appliquant à décrire avec réalisme la vie des gens du peuple. Alors, Philippe Lacoche le fait avec beaucoup plus de brio que ce que je m'efforce de faire sur ma page Facebook, quoi. Est-ce que j'en lis deux lignes ? Dans la cité Roosevelt, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Ils vont tout raser pour construire les buildings. Des buildings. Les gens prononçaient ce nom avec retenue ou au contraire avec provocation, comme s'il s'agissait d'un gros mot. Donc évidemment, c'est aussi à la fin d'un monde qu'on assiste dans Cité Roosevelt. Bon, j'arrête là. Bon, évidemment, Philippe Lacoche, il le fait beaucoup mieux dans ses nouvelles, parce que je suis plus capable de lire que des nouvelles en ce moment, peut-être parce que j'ai le cerveau qui est un petit peu haché, que moi sur ma page Facebook, même si Madame Salamé, Marianne, Valeurs Actuelles, Le Figaro et compagnie, vous pouvez aller voir ma page Facebook, même quand je ne parle pas de Madame Latour, même quand je parle d'une jeune qui a du mal à trouver un master, en fait qui n'en trouve pas, même sur trouvermonmaster.fr, quand je parle des personnes âgées qui n'arrivent pas à payer l'EHPAD, pour leurs femmes qui souffrent d'Alzheimer et qui sont en train de vendre leur maison, même quand je parle de Hayat, mon accompagnante d'enfants en situation de handicap suppléante qui touche 870 € par mois, même quand je parle de Nadine qui est agent d'entretien et qui fait les poubelles, mais pas que, elle a de la joie aussi dans sa vie, mais enfin, même quand je parle de Marc qui est serveur, qui était serveur et qui a eu une grosse période de RSA où il a dû larguer sa maison, même quand je parle de Morissette qui, elle s'est fait opérer de partout et attend de peut-être avoir un bout de retraite et de la pension d'invalidité, même quand je parle de tout ça, vous pouvez aller regarder ma page Facebook.